Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran express. C'est Eric et je vous propose aujourd'hui de vous raconter les coulisses d'Arizona Junior, réalisé en 1987 par Joel et Ethan Coen, les célèbres frères Coen. Enfin célèbres, entendons-nous. À cette époque, les frères Coen étaient au début de leur carrière et ils s'initient leur second long métrage. Ils sont alors en pleine construction de leur style, de leur ton et de leur univers. Si Arizona Junior est une comédie irrésistible, particulièrement bariolée et déglingo, sa réalisation très cartoonesque dénote aujourd'hui dans la filmographie des deux frangins. Il faut dire qu'à leur début, Joel et Ethan étaient très proches d'un ami réalisateur qui aura une influence très importante, tout particulièrement sur cet opus, un certain Sam Raimi, connu pour le film d'horreur fou Evil Dead. Durant cet épisode, nous allons revenir longuement sur cette amitié créative. Arizona Junior, c'est aussi un casting au cordeau, mené par un tout jeune Nicolas Cage, dont c'est le premier rôle principal. Citons aussi la comédienne de théâtre Holly Hunter, qui fait ici ses débuts à Hollywood. Maintenant que les présentations sont faites, Arizona Junior, ça parle de quoi? Ramenez Nathan Junior et vite. Et comment il s'appelle? Ed Junior. Ah, et Junior. Jusqu'ici, nous on l'appelle Jules Junior. Ouais, c'est pratique. Oh, il est caché là quelque part. Accroche-toi, Nathan. On va tirer papa de ce merdier. Je prends ce paquet de couches-culottes et tout le pognon que t'as en caisse. Et vous seriez pas des évadés? Disons qu'on s'est libéré à titre personnel. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que l'institution carcérale n'avait guère d'autres leçons à nous apprendre. Au fin fond de l'Arizona, H.I. McDonough, que tout le monde surnomme I, est un délinquant multirécidiviste spécialisé dans les hold-up foireux. À chacun de ses passages en prison, il se fait tirer le portrait par Ed, une jolie policière dont il finit par tomber amoureux. Tête à droite. Vous êtes une petite fleur du désert. I se range, se marie avec Ed, et le couple s'achète la caravane de leurs rêves sur un grand plateau désertique. Il ne manque plus qu'un heureux événement pour combler cette vie idyllique. Mais c'est à ce moment que tout déraille. Ed est stérile. Le passé judiciaire de I leur interdisant toute adoption, le couple est dans l'impasse et il ne tient plus qu'à un fil. Et puis un jour, la nouvelle est tombée. La naissance des quintuplés Arizona. Nathan Arizona, le célèbre patron de la plus grande chaîne de meubles en bois brut, prêt à peindre, annonce la naissance de ses quintuplés. Plus qu'il nous en faut, hurle-t-il partout. C'est le déclic pour I et Ed qui y voient l'occasion, désespérés certes, de combler leur désir de famille. Ils organisent le vol de l'un des bébés Arizona en espérant que cela ne se voit pas trop. Bien entendu, c'est le début des problèmes. La police se met en branle, une prime est lancée, ce qui attire un affreux mercenaire, et pile à ce moment, deux copains de cellule de I s'évadent de prison pour trouver refuge dans la caravane du couple. À ce stade, ce n'est plus de la poisse, mais de la merde au cul. Bon, d'accord, vous qui avez jamais péché. Allez-y, jetez la première pierre. Mais Ed et moi, on trouvait ça injuste que certains ils en aient tellement trop et d'autres tellement pas assez. On dit souvent que dans une carrière de réalisateur, le plus difficile n'est pas de faire un premier film, mais d'en faire un deuxième. C'est exactement le défi que relèvent les frères Coen avec Arizona Junior, un défi qu'ils vont soigneusement préparer, non sans l'aide précieuse de camarades de galère. Rembobinage. Originaires du Minnesota, les deux frères sont des fils de professeurs universitaires. Ethan, le cadet, étudie la philosophie tandis que Joel, l'aîné, suit le cursus de l'Université de cinéma de New York. Passionnés de films, les deux frères écrivent des projets de scénario sur leur temps libre, tandis que Joel tente de décrocher ses premiers boulots à la sortie de ses études. Il commence dans le cinéma en tant qu'assistant monteur. En 1981, Joel travaille sur le film d'horreur de série B Effroi, alias Fear No Evil, de Frank Laloggia. Puis il enchaîne avec un autre film d'horreur, un micro-budget totalement indépendant, un certain Evil Dead. Le gars qui nous le loue a dit qu'il datait pas d'hier. Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça? Hé, Scotty, t'as trouvé quelque chose? Le titre de ce manuscrit est Naturam Demanteo, livre des morts. L'ouvrage traite des démons. Je veux me tirer de cette baraque sur les champs. Les incantations contenues dans cet ouvrage ont précisément pour vertu de les ramener à la vie. Evil Dead va devenir un film culte, tout particulièrement grâce à sa réalisation délirante où la caméra enchaîne les placements incongrus et les effets de mouvement les plus dingues. Comme de sauter littéralement au visage de son acteur principal Bruce Campbell pour représenter l'attaque d'une force démoniaque. Sam Raimi est le jeune réalisateur prodige derrière Evil Dead.
son premier long après des années à fabriquer des courts-métrages autoproduits. Sam et Joel vont devenir de véritables amis. Nous sommes maintenant en 1982. Joel et son frère Ethan ont l'ambition de tourner au Texas leur premier long-métrage, Blood Simple, alias 100% chez nous, un polar âpre et crépusculaire qui rend hommage au film noir qu'ils adorent. Maniaques du contrôle, les deux frères veulent également travailler à leur manière, c'est-à-dire écrire le scénario, produire, réaliser et même s'occuper personnellement du montage du film, le tout en duo. Bien entendu, un tel projet est infinançable par un studio, d'autant plus que les deux frères sont de parfaits inconnus dans le monde du cinéma. Ils vont devoir emprunter les chemins du film indépendant et démarcher eux-mêmes des partenaires privés. Et qui va les aider durant ce processus? Sam Raimi, bien entendu. Derrière le vingtenaire féru de comédie et de films d'horreur, Sam Raimi est également un entrepreneur avisé, parfaitement secondé par ses deux associés et copains d'enfance, l'acteur principal d'Evil Dead Bruce Campbell et le producteur Robert Taper. Ensemble, ils ont monté leur structure de production, Renaissance Pictures. Raimi souffle aux Coen la méthode qu'ils ont utilisée avec succès pour lever des fonds pour Evil Dead. Tourner une bande démo du projet afin d'appâter les investisseurs avec du concret. C'est dans cette optique qu'ils ont réalisé Within the Woods, un court-métrage dans l'univers d'Evil Dead en mode cahier de brouillon. À leur échelle de petits indépendants, ils ont pu ainsi réunir pas mal d'argent. Les frères Coen suivent les bons conseils de leur ami et tournent une sorte de teaser de Blood Simple avec les moyens du bord, et notamment Bruce Campbell que l'on aperçoit furtivement dans le rôle de la victime. Dans une interview donnée à Criterion pour la distribution vidéo du film, Joel Coen se souvient. Sam nous a appris que si vous appelez les gens au téléphone pour investir dans un film, ils vous enverront balader. Mais si vous leur dites « j'ai un bout de film à vous présenter », certains vous laisseront entrer dans leur salon pour installer votre projecteur et leur montrer. En parallèle du travail de levée de fonds, les frères Coen préparent le casting et souhaitent offrir le premier rôle féminin à une jeune actrice de théâtre qu'ils ont adorée sur scène à New York, Holly Hunter. Malheureusement, Holly Hunter a des problèmes de disponibilité et doit décliner. En guise de compensation, elle leur propose d'auditionner Frances McDormand, une amie qu'elle connaît bien, car elles ont été colocataires à l'école dramatique de Yale en 82. Une suggestion plus qu'avisée, puisque Frances McDormand va non seulement décrocher le rôle, mais aussi tomber amoureuse de Joel Coen. Ils se marient en 84, l'année de sortie du film. Blood Simple est une réussite totale, un petit bijou de polar noir. Le film remporte le Grand Prix du jury à Sundance en 85 et la critique spécialisée les acclame. Mais les frères Coen ne sont pas dupes. Le film n'a pas un potentiel commercial important et il a, de ce fait, généré très peu de bénéfices au box-office. S'ils veulent poursuivre leur carrière, ils vont devoir s'affranchir des méthodes du cinéma indépendant et intégrer le circuit professionnel des studios. Sauf que c'est un jeu dangereux. Durant cette période, Raimi et les Coen développent des projets ensemble. Ils écrivent à 6 mains le scénario de The Relentless, une comédie cartoon et noire mettant en scène 2 tueurs complètement fous, comédie que Sam Raimi entend réaliser en guise de second film. Ils coécrivent également The Hudsucker Proxy, une autre comédie noire destinée à devenir le second film des Coen. Sam Raimi est le premier à partir et il associe sa structure indépendante Renaissance Pictures au studio Embassy Productions. Il retitre le film Crime Wave, Mort sur le grill en français. Malheureusement, le projet va tourner au fiasco. Tout a commencé à New York par une belle nuit calme. Une nuit à attraper un coup de foudre. Et pour une fille qui a déjà au moins un homme dans sa vie, pas de quoi s'inquiéter. Raimi perd le contrôle du film au détriment du studio, qui impose réécriture et reshoot. Bruce Campbell passe de rôle principal à rôle vraiment très secondaire, le budget enfle et les problèmes de tournage s'accumulent. En post-production, le studio accapare totalement le film au détriment de son réalisateur, et remplace notamment la musique de Joseph Loduca, le compositeur d'Evil Dead. Quand Crime Wave sort en salle, le film n'est plus que le fantôme de sa proposition initiale. Sans surprise, c'est un beat commercial et critique. Une expérience particulièrement douloureuse et humiliante pour Sam Raimi et ses associés. Bonne soirée, hein? C'est impossible d'être plus malheureuse. Mort sur le cri. L'énorme gâchis de Crime Wave a cependant la vertu de protéger les frères Coen d'un sort similaire. Le budget trop important de The Hudsucker Proxy leur fait maintenant peur. Ils rangent dans un tiroir ce scénario jusqu'à nouvel ordre et souhaitent se lancer dans une production plus modeste. Oui, mais que faire ?
Déjà, il faut déménager et se rapprocher d'Hollywood. Au milieu des années 80, les frères Coen, Frances McDormand, Holly Hunter et Sam Raimi louent tous ensemble une maison dans le quartier de Silver Lake. Ils sont rejoints également par la comédienne Kathy Bates, qui deviendra célèbre des années plus tard avec le rôle de Misery en 1990, une adaptation du roman de Stephen King. Lors d'une conférence de presse dans un festival de cinéma à Rome, Frances McDormand se souvient. Cette maison à Los Angeles, oui. On a vécu avec Sam Raimi, Joel, Ethan et moi-même. On l'a loué ensemble. À un moment, Kathy Bates et son compagnon Tony ont vécu là. Aussi le frère de Sam Raimi. Ivan a vécu là aussi. Mais c'était parce que nous étions tous pauvres et qu'on avait besoin de beaucoup de colocataires. Et non parce que nous étions des artistes vivant ensemble, vous voyez. Les frères Coen veulent que leur second film soit très éloigné de leur premier. Ils savent qu'il leur faut un succès commercial, mais ils ne veulent pas non plus se renier en tant qu'auteurs. Ils se mettent d'accord pour faire une comédie qui ira gratter l'Amérique profonde, en l'occurrence les petites villes du fin fond de l'Arizona. Ils exagèrent la culture locale en misant sur des personnages hauts en couleur, s'exprimant dans un langage particulier, souligné avec des accents à couper au couteau. Les deux frères s'inspirent ici des barn comedies, que l'on pourrait traduire par des comédies rurales. Bien entendu, l'univers de la criminalité est toujours présent, mais excite la noirceur. Les braqueurs sont traités comme de grands enfants et les scènes de violence sont désamorcées par un ton très décalé, comme un dessin animé en prise de vue réelle. Salut les ploucs, c'est un hold-up. On ne bouge plus. À plat ventre tout le monde. Ben faudrait te décider, Tio. Tu veux qu'on bouge plus ou qu'on se colle sur le ventre? Toujours aussi fans d'Holly Hunter, les deux frères souhaitent à tout prix travailler avec elle. Pour déterminer l'histoire, ils partent donc d'un personnage taillé pour la comédienne et imaginent une femme qui souhaite à tout prix devenir maman alors qu'elle est stérile. De fil en aiguille, ils écrivent en 3 mois et demi le scénario d'Arizona Junior. Ils s'associent avec la 20th Century Fox avec une offre cash et sans compromis. Pas de note du studio, pas d'interférence sur le casting et ils signent le montage final, soit le Final Cut. C'est à prendre ou à laisser. Te voilà chez toi, Nathan Junior. Allez, regarde partout pour le plaisir des yeux. Faut pas hurler, tu lui fais peur. Merde, je m'excuse, Ed. Et attention aux gros mots. Hein. Non, il y connaît rien aux gros mots à son âge. Moi, je veux qu'il cause correct. Convaincus que l'union fait la force, les Coen rappellent leurs principaux collaborateurs sur Blood Simple. Le directeur de la photographie Barry Sonnenfeld, le coproducteur Mark Silverman, la décoratrice Jen Muskie ou encore le compositeur Carter Burwell. Bien entendu, Frances McDormand rejoint le casting dans un second rôle, celui de Dorothy D. Dot, une mère de famille nombreuse particulièrement sans gêne. Où c'est qu'il est ce bébé? Où est-ce qu'il se cache? Il va flipper, chérie. Où tu te crois, Glenn? Pour l'instant, il fait dodo. Oh, quel con. Je l'ai pas réveillé, dis. Je peux y jeter juste un quart de petit coup d'œil? Les deux frères ont maintenant la tâche de trouver le comédien qui va incarner High, un braqueur de banque au grand cœur et pur produit de cette Amérique profonde. Ils envisagent Kevin Costner qui auditionne pour le rôle, mais ils lui préfèrent finalement un jeune comédien moins expérimenté, Nicolas Cage, tant ils ont aimé sa performance dans Peggy Sue s'est mariée de Francis Ford Coppola, dont il est d'ailleurs le neveu. Un choix risqué car Cage n'a jamais interprété de premier rôle jusqu'à présent. Dans une émission de télévision d'époque, Nicolas Cage se souvient de son audition pour le film. Je les ai rencontrés une première fois et on a parlé de maquettes de fusée. Puis je suis allé à New York pour leur faire une lecture car ils voulaient voir si j'étais capable d'avoir un accent authentique. Ils craignaient que je sois un peu trop urbain pour eux. Et ça s'est très bien passé, donc on a fait le film ensemble. J'ai engagé un coach vocal, Julia Adamson, et elle m'a beaucoup aidé avec les dialogues. Et quelle était cette conversation à propos des maquettes de fusée? Je sais pas, je me souviens juste de... Quand je suis allé au rendez-vous, j'avais de la peinture jaune sur ma chaussure. Et ils m'ont dit, ça vient d'où? J'ai répondu que je peignais une fusée. Ils m'ont dit, alors tu fais des maquettes de fusée? Et on a parlé de ça. Le casting est complété par Trey Wilson dans le rôle de Nathan Arizona Senior. Est-ce que vous avez un message pour les kidnappeurs? Ouais, gaffe à vos fesses. Quant aux deux évadés de prison amis de High, les rôles sont attribués à William Forsythe et John Goodman, qui deviendra par la suite l'un des comédiens récurrents des Coen. Où il est, Junior? Mais comment tu l'as pas remis? Non, je croyais... Dotés d'un budget de 5 millions de dollars, les deux frères veulent que chaque centime soit à l'écran. Ils préparent le film dans les moindres détails. Le scénario est précis et chaque plan est storyboardé. Et quand il s'agit d'avoir un retour critique d'un bon copain, n'oublions pas que Sam Raimi est toujours dans la colocation. Après l'échec de Crime Wave, ils tentent de se remettre en selle en imaginant une suite à Evil Dead. Une suite qui misera elle aussi sur un ton cartoon et décalé. Autant dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Dans l'émission du HuffPost Live, Holly Hunter se souvient. On a habité à Los Angeles dans cette maison à Silver Lake pendant, je ne sais plus, un moment. Ça devait être un endroit sympa. Ça l'était, et Sam Raimi écrivait Evil Dead 2 sur le porche quand on y habitait tous. L'équipe de tournage s'installe dans les petites villes de la banlieue de Phoenix pour 10 semaines. L'occasion pour chacun d'apprécier le travail fusionnel des deux frères, comme l'explique Joel Cohen dans la revue Starfix de mai 87. Nous réalisons tous les deux et nous produisons tous les deux le film. Toutes les décisions qui interviennent pendant le tournage et après le tournage sont prises en commun. La seule différence entre nous, c'est que c'est à moi qu'il incombe de parler aux gens sur le plateau, en particulier aux acteurs. Et encore, ce n'est qu'une différence superficielle, uniquement due au fait que nous ne voulons pas déboussoler les gens en les obligeant à parler à deux personnes à la fois. Dis, qui c'est qui porte ta culotte ici? Aïe! Le tournage est exigeant, avec des bébés et des animaux, en l'occurrence des chiens lors d'une course-poursuite. Pour rappel, ce sont les deux choses les plus difficiles à gérer pour des réalisateurs. Mais les Coen sont bien préparés. Pas moins de 15 bébés se relaient pour incarner les quintuplés Arizona. Quant à Nathan Junior, l'enfant enlevé par Haï, il est joué par 5 enfants différents. Oh waouh, c'est dingue, bon Dieu, on a une famille en règle. C'est un scandale, ce gosse. Alois. Non, il est honnête, ce petit. C'est un voyou. Il a l'œil qui frise, c'est un signe. L'une des caractéristiques fortes du film, qui lui donne son côté cartoon, c'est son filmage délirant où les angles de caméra incongrus s'enchaînent autour d'un découpage très dynamique. Cette réalisation est fortement inspirée par Evil Dead de Sam Raimi, sauf qu'ici, la folie de la caméra ne provoque pas la peur, mais le rire par son excès. Le chef opérateur Barry Sonnenfeld, qui a un sens de l'humour bien campé, a beaucoup participé à l'élaboration inventive des plans. Lui et les Coen rendent d'ailleurs un hommage direct à Evil Dead lorsque la mère des quintuplés découvre la disparition de son enfant. La scène reproduit ici le plan final où la caméra saute au visage de Bruce Campbell, mais avec une technique différente et plus sophistiquée. Ils ont l'idée de tourner à l'envers, de partir du visage du personnage et de reculer dans la chambre, ce qui permet de traverser la fenêtre pour descendre une échelle et reculer encore plus loin jusqu'au fond du jardin. Une fois la pellicule inversée, le résultat est absolument saisissant. Les références à Sam Raimi ne s'arrêtent pas là, mais nous y reviendrons plus tard. Qui dit prise de vue sophistiquée, dit aussi tournage très technique, au détriment d'une forme de spontanéité chère à certains acteurs, et tout particulièrement la vedette du film. Les relations entre les frères Coen et Nicolas Cage sont cordiales, respectueuses, mais parfois tendues. En effet, Nicolas Cage souhaite s'investir dans la caractérisation de son personnage et il fait des propositions. Mais le plan de travail millimétré des Coen ne tolère aucune improvisation. Par exemple, Cage propose que Haï regarde sa montre en permanence, comme le ferait un criminel en plein hold-up. Mais la proposition est immédiatement rejetée. Cela va donner envie au spectateur de regarder sa montre, ce qui est un signe qu'il s'ennuie. Cage tente malgré tout des improvisations durant les prises, mais les Coen ne retiendront strictement rien en salle de montage. Bon, peut-être que cette idée, elle est pas si bonne au fond. Le seul comédien à avoir réussi à placer une improvisation de son cru est le comédien Sam McMurray, qui joue le grossier mari de Dot. Ça vient, les gosses? Abîmez pas la bagnole de Haï! Lorsque son personnage est invité chez Haï et Ed avec sa tripotée d'horribles gamins, il n'était pas prévu qu'il lance une poignée de pistaches à la tête de son fils qui dégrade le mur de la caravane. Ah, regarde le môme, il est tout sauf con. Il connaît ses lettres, il a écrit Prout sur ton mur. L'acteur improvise le lancer lors d'une répétition. Fais gaffe, Noé! Et toute l'équipe est alors morte de rire. Mais derrière leur écran de retour vidéo, les deux frères restent de marbre. Joel Cohen se lève alors et s'adresse à McMurray en ces termes. On va garder ton impro, mais ne recommence plus jamais ça. Je voulais juste t'aider! T'es fondu! T'es cinglé, mec! J'ai pitié de toi! Il faut dire que les frères Cohen ont déjà une idée très précise des personnages. Tous possèdent un accent au couteau et un vocabulaire plouc particulièrement fleuri, tout cela finement millimétré dès le scénario. S'asseoir sans avoir une chaise sous le cul, où t'as vu ça? Tiens, même ma femme elle est pas con à ce point. Le niveau de détail va même jusqu'à la coupe de cheveux de Haï, qui réagit à son état de stress. Plus il est calme et se contient, plus ses cheveux sont bien lissés. Or, quand il est sous pression, soit une grande majorité du film, sa coupe est en pétard sur sa tête. La plupart des spectateurs associent Haï au dessin animé Woody Woodpecker, car il possède également un tatouage du personnage sur son bras. Mais c'est une mauvaise interprétation de l'intention des Coen. Le tatouage de Haï représente en réalité la mascotte Klesminskams dans les années 50, une société spécialisée dans les pièces détachées automobiles. Une référence locale et industrielle, loin du dessin animé mondialement connu. Voilà, il y a des braves gens, paroles, j'en connais plein, qui seraient prêts à cracher bien plus de 25 000 $ pour avoir un beau bébé pétant de santé. Ça veut dire quoi, ça? Pour 50 000, je me prends par la main et je vous le retrouve.
Le tournage du film, extrêmement maîtrisé donc, n'est pas sans problème pour autant. Le plus grand défi des Coen porte d'ailleurs un nom, le motard de l'apocalypse. Un homme qui détenait tous les pouvoirs de l'enfer. Un être d'une cruauté implacable envers les créatures sans défense, les petits animaux du bon Dieu. Ce personnage de chasseur de primes cradingue, prêt à tout pour récupérer Nathan Junior, n'est pas seulement l'antagoniste principal du film, c'est aussi le gros boulet de leurs auteurs. Je m'appelle Smalls, Leonard Smalls. Mais mes amis m'appellent Lenny. Mais j'ai pas d'amis. Les Coen ont beaucoup de difficultés avec son interprète, Randall Tex Cobb, un ancien boxeur qui peine à s'imposer comme un comédien à leurs yeux. Et pour cause, l'un des critères pour ce rôle est de savoir conduire une moto, normal pour incarner un motard. Mais Cobb leur a menti. Il ne sait pas piloter une 2 roues. Lors de son premier jour de tournage, son personnage doit arriver en moto au bord d'un trou d'où se sont évadés les amis de Hyde. Et là, on vous le donne en mille. À l'annonce du moteur, Cobb fonce approximativement dans le cadre et ne parvient pas à s'arrêter. Il tombe dans le trou avec la bécane et il se blesse à l'épaule. Après cet incident, les relations entre Cobb et les Coen resteront tendues jusqu'à la fin du tournage. Ça sent bizarre. Normalement, madame, on ne pue pas comme ça. J'allais juste expliquer à votre seigneur et maître que quand on a creusé le tunnel, on a tapé en plein dans le tuyau d'égout. Un manque de bol, alors on a dû passer par là pour... Ça veut dire que vous êtes des évadés? Ah, pas vraiment, non. C'est libéré à notre propre compte, en réalité. Cette anecdote mise à part, les prises de vue se déroulent de manière fluide, car les deux frères ont à cœur que leurs collaborateurs se sentent bien et investis dans la production. Lorsque le compositeur Carter Burwell est invité sur le plateau pour s'imprégner de l'ambiance du tournage, il a l'impression de voir évoluer, je cite, une petite famille. Ça, c'est absolument vrai de vrai, et c'est officiel, t'avais raison, moi j'avais tort, même un aveugle, il le verrait. Ils vont pas y faire de mal, chérie, ils font ça pour la récompense. Et tu sais, je suis plus comme eux, moi j'ai compris, t'avais raison, moi pas, mais il y a la famille avant tout, soyons responsables, et moi d'abord. Allez, on y va. Allons chercher Nathan Junior. Le tournage terminé, les frères Coen font une entorse à l'une de leurs exigences de travail, assurer eux-mêmes le montage. En effet, ils avaient signé la post-production de Blood Simple sous le pseudonyme de Roderick James, et ils continueront d'utiliser ce pseudo pour signer les montages de pratiquement tous leurs prochains films. Mais pour Arizona Junior, ils se plient à une méthode plus conventionnelle, plus safe, et engagent le jeune monteur Michael R. Miller pour un résultat totalement épatant. Vous savez comment ça se pose, ça? Autour des fesses et puis on referme autour du kiki. Il faut dire que le film est intégralement pensé autour du montage et intègre un rythme particulier dès son scénario. La preuve en est le premier acte du film. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'écriture cinématographique, le premier acte a pour but de poser l'univers du film, les personnages et l'incident déclencheur, c'est-à-dire l'événement qui précipite toute l'aventure du film. Dans Arizona Junior, le premier acte est condensé en seulement 11 minutes. 11 minutes d'une densité et d'une fluidité incroyable qui se conclut par l'apparition du titre du film. Faire apparaître le titre aussi tardivement était d'ailleurs à cette époque très étonnant. Franchement, ces premières minutes sont une masterclass. On est pris sur notre siège, totalement emporté par l'histoire comme si nous étions assis dans une montagne russe. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation d'être piégé? Vous avez l'impression d'être piégé dans votre peau? Il m'arrive d'avoir des méchantes crampes menstruelles. Pour composer la musique du film, Carter Burwell, qui avait débuté avec Blood Simple, retourne en studio. Il n'a pas fait grand-chose depuis 1984. Il a composé la musique de 2 courts-métrages, ainsi que le score de Psychose 3, de et avec Anthony Perkins. Quand les Coen lui donnent la mission de composer une musique au banjo pour rendre un hommage décalé aux comédies plouc, Burwell est très loin de sa zone de confort. Sa musique a beau être excellente et épouser parfaitement la réalisation des Coen, Carter Burwell ne cessera de dire qu'il n'est lui-même pas fan de sa propre musique pour le film. En plus de ses difficultés créatives, les frères Coen n'ont à ce moment plus assez d'argent pour le payer correctement. Ils lui proposent en compensation un pourcentage sur les recettes. Un beau geste qui scellera définitivement l'amitié professionnelle de Burwell et des deux frères, car ils continueront de travailler ensemble sur pratiquement tous leurs prochains films. Arizona Junior sort en mars 1987, d'abord à New York pour tester la température, puis en avril sur tout le territoire américain. Dans l'ensemble, les critiques sont tièdes. On reproche au film d'être trop stylisé au détriment du fond, et les personnages huluberlus ne sont pas au goût de tout le monde, et surtout pas des locaux qui n'apprécient pas du tout comment le film les représente. Ok alors. Heureusement, le public comprend mieux la proposition et répond présent dans les salles. En France, le film est sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie hors compétition. Dans une édition présidée par Yves Montand, avec une palme d'or offerte à Maurice Pialat pour Sous le soleil de Satan, inutile de préciser qu'Arizona Junior dénote grandement.
Le film passe globalement inaperçu, mais ce sera le début d'une longue relation entre les frères Coen et le Festival de Cannes, puisqu'ils deviendront les futurs auteurs stars de La Croisette. La Palme d'Or a été décernée à l'unanimité à Barton Fink de Joel et Ethan Coen. Une première sur La Croisette. Les frères Coen présideront le jury du 68e Festival de Cannes. Les cinéastes américains Joel et Ethan Coen, Palme d'Or en 91, seront donc les deux têtes du jury. Au final, Arizona Junior récolte 22 millions de dollars. La mission de créer une comédie d'auteur rentable est donc accomplie, certes sans éclat. Mais grâce à ce film, les Coen sont désormais identifiés à Hollywood et pourront continuer leur carrière avec le succès que l'on connaît. Prix de la mise en scène et Palme d'Or à Cannes pour Barton Fink en 91, Oscar du meilleur scénario original et de la meilleure comédienne pour Frances McDormand pour Fargo en 97, succès critique et populaire pour The Big Lebowski en 98, Oscar de la meilleure adaptation, meilleur réalisateur et meilleur film pour No Country for Old Men en 2008. Et ça, entre autres. Avec un tel palmarès, Arizona Junior a forcément du mal à exister dans les résumés des frères Coen. Pourtant, le film va devenir culte pour de nombreux spectateurs qui ne s'en lassent pas. Parmi ses fans célèbres, il y a l'acteur star Matthew McConaughey. Il cite Arizona Junior comme étant le film qu'il a le plus vu et revu dans sa vie. Aussi Edgar Wright, le réalisateur de Shaun of the Dead. Il parle d'Arizona Junior comme l'un de ses films préférés de tous les temps. Quant à son comparse et comédien Simon Pegg, Arizona Junior est revendiqué comme une référence absolue. Avec Arizona Junior, j'ai commencé à comprendre comment les mouvements de caméra, la performance des acteurs et l'écriture fonctionnent tous ensemble pour créer comme une sorte de comédie en 3D. On pourrait s'arrêter ici concernant notre récit d'Arizona Junior. Cependant, un autre film sort quasiment simultanément dans les cinémas américains et il possède exactement le même ADN déglingué, mais dans un autre registre, celui de l'horreur. Ce film, c'est Evil Dead 2 de Sam Raimi. Cette nuit, les âmes des morts surgissent. Evil Dead 2. Et oui, l'amitié des frères Coen et de Sam Raimi, les influences diffuses qui se sont opérées plus ou moins consciemment durant leur colocation, s'impactent maintenant dans ces deux films, conçus, tournés et exploités pratiquement en parallèle. Ce sont vraiment deux films jumeaux, avec des partis pris similaires, mais dans deux genres différents. Inutile de dire que les regarder coup sur coup est une expérience troublante. Tu viens de découper en morceaux ton ami avec une tronçonneuse. Qu'est-ce que t'en dis, grand frère? En comparant les deux, on remarque une scène au filmage quasiment identique. Quand Hai est poursuivi par la police et court comme un dératé dans une maison pavillonnaire, il est suivi de dos à la Steadicam avec un grand angle qui déforme les perspectives. C'est le même plan au début d'Evil Dead 2 où Ash, joué par Bruce Campbell, est poursuivi à travers la cabane par la force invisible en vue subjective. Aussi, la voiture que conduit Hai ressemble beaucoup à la Oldsmobile que possède Sam Raimi, une voiture qu'il adore et qui est présente dans tous ses films en guise de signature. Du côté d'Evil Dead 2, on ne s'étonne pas de voir deux personnages secondaires issus de la même Amérique profonde d'Arizona Junior, Jake et sa fille Bobby Joe. Mais si, tu te souviens, il y a un autre chemin. Bobby Joe et moi, on pourrait vous le montrer. C'est une question de... Combien alors? 500 balles. Mais les indices de leur amitié créative ne s'arrêtent pas là. Si l'on est adepte des petits détails cachés dans l'image, on peut débusquer de nouvelles références. Lorsque Hai braque une épicerie, l'employé appuie sur un bouton d'alarme. Dans un gros plan, on aperçoit le nom de la société de sécurité, Odgard Train Security. C'est la même société qui apparaît dans Mort sur le grill. Mène-toi, petit, ma femme fait du foin. Enfin, lorsque Hai est à l'usine dans l'introduction, on peut apercevoir sur son bleu de travail le nom de la société, Hudsucker Industries, soit le nom de la société au cœur de The Hudsucker Proxy, le scénario coécrit avec Sam Raimi et qu'ils ont remisé pour le moment. Alors on voit une épave qui est au milieu de la chaussée, il y a cette espèce d'objet cylindrique rosâtre par terre. C'est ce que c'était? Un bout de quéquette. Après Arizona Junior et Evil Dead 2, les collaborations ou les clins d'œil entre les frères Coen et Sam Raimi continueront encore quelques années. Pour leur troisième film, Miller's Crossing en 1990, les Coen offrent un petit rôle à Sam Raimi en ouverture d'une fusillade. En réponse, Sam Raimi invite les Coen à faire une passe d'écriture sur le scénario compliqué de Darkman, son quatrième long métrage. Les frères ne seront d'ailleurs pas crédités pour ce travail. Je suis quoi? Un phénomène de foire, c'est ça? Aussi, Raimi casse pour le film Frances McDormand dans le premier rôle féminin. Peyton est mort. Enfin, en 1994, la boucle est bouclée lorsque les frères Coen ont la possibilité de concrétiser The Hudsucker Proxy, alias Le Grand Saut chez nous.
Le film met en scène Tim Robbins, Jennifer Jason Leigh et Paul Newman. Barnes est l'ingénieux inventeur de la plus folle des productions américaines, le hula hoop. Toujours crédité comme co-scénariste, Sam Raimi est de plus réalisateur de la seconde équipe du film. Il dirige notamment la célèbre scène d'ouverture où le directeur du groupe saute par la fenêtre et tombe en chute libre le long de la tour Hudsucker Industries. Une scène inoubliable, peut-être la meilleure du film. Pour ma part, je voulais vous parler d'Arizona Junior car c'est l'une de mes plus grandes madeleines de Proust cinéphiles. Et je regrette qu'il ne soit pas plus mis à l'honneur quand on évoque ses auteurs. J'ai découvert Arizona Junior à sa sortie en salle en France. J'avais à peine 12 ans et c'est toute une époque qui revient à moi avec ce film. Déjà, je pense à la mythique revue Starfix qui était ma bible. Arizona Junior y était copieusement défendu, ce qui n'était pas le cas des autres magazines plus classiques. Bien entendu, sur grand écran, c'est le choc. Rien ne m'avait préparé à ça et j'ai adoré. Ensuite, c'est le mode opératoire de l'époque qui s'enclenche. Je le revois à sa sortie en location dans mon vidéoclub de quartier, puis je guette fébrilement sa diffusion sur Canal+ pour l'enregistrer moi-même sur cassette VHS. À partir de ce moment, je peux enfin le voir et le revoir à loisir. J'en profite pour faire ma jaquette perso en découpant quelques photos du film dans mes précieux Starfix. Bon, ça, je le regrette un petit peu maintenant. J'ai découvert les Evil Dead avec un peu de décalage, le temps d'avoir le bon âge pour les apprécier, et leur mise en scène me fascine toujours aujourd'hui. Evil Dead 2 et Arizona Junior ont sûrement été les films que j'ai le plus revus dans ma vie. Cela me fait au moins un point commun avec Matthew McConaughey. Ok alors. C'est la fin de notre épisode dédié à Arizona Junior de Joel et Ethan Coen. Si vous voulez voir ou revoir le film, il est disponible en France en DVD et dans un Blu-ray pas toujours facile à trouver à prix raisonnable. Le film apparaît de temps en temps sur les services de SVOD ou de replay, mais il faut guetter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mettre des étoiles ou des likes pour améliorer notre visibilité, ainsi que de laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir d'avoir vos retours. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier pour votre écoute et de vous donner rendez-vous pour un prochain numéro de Retour à l'écran express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.